Bonjour à toutes et à tous. Je suis Véronique Guevremont, professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval, titulaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence des Midis de la culture organisée par la chaire en partenariat avec l'Institut du patrimoine culturel, l'IPAC et le Centre de recherche culture, arts et société, le CELAT. Nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir le professeur Patrice Meyer-Biche, très grand penseur des droits culturels et de la diversité culturelle au niveau international. Il est connu notamment pour son importante contribution à la rédaction puis à la promotion de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de 2007. Un document issu d'un travail mené sur plus de 2 décennies par un groupe international d'experts dit le groupe de Fribourg. Alors, Patrice Meyer-Biche a eu une influence considérable sur la promotion de la diversité culturelle et des droits culturels comme voie d'accès au développement durable. Un développement durable qui inclut toutes les personnes et toutes les formes de patrimoine et d'expression culturelle. Alors, vous êtes, Patrice, l'un des premiers auteurs, je dois vous dire, et penseurs que je cite lorsque j'introduis chaque année mon cours de droit international de la culture, et ça n'y a pas fait exception cette année. Et ce, d'ailleurs, depuis le tout début de ma carrière universitaire, qui remonte maintenant à quelques années. Alors, vous devinerez que je suis particulièrement honorée aujourd'hui de vous accueillir, à la fois dans le cadre des Midis de la culture, mais aussi de mon cours de droit international de la culture, puisque les étudiants de ce cours sont présents aujourd'hui pour vous entendre. Alors, permettez-moi de vous présenter un peu plus formellement avant de vous céder la parole. Alors, Patrice Meyer-Biche est philosophe, docteur de l'Université de Fribourg en Suisse, habilité en éthique politique de l'Université de Strasbourg, avec comme sujet le sujet en ces milieux. Jusqu'en 2016, il a été le coordinateur de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme de l'Université de Fribourg. Il est actuellement le président de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels, ainsi que le coordonnateur de la chaire UNESCO pour les droits de l'homme et la démocratie de la même université. Il anime depuis plus de 30 ans le groupe de Fribourg, dont les travaux sont consacrés aux droits culturels, recherche fondamentale et recherche-action, analyse participative en Europe et en Afrique principalement, éthique économique et droit économique et collaboration avec l'UNESCO, le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, le Conseil de l'Europe et la francophonie. Alors, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue, cher Patrice. Juste avant de vous céder la parole, je voudrais mentionner à toutes et à tous que cette conférence est enregistrée. Elle sera ensuite mise en ligne sur le site, la chaîne YouTube de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Enfin, pour poser vos questions, 2 choix. Vous pouvez utiliser le chat de la plateforme Zoom ou encore attendre que Patrice Meyer-Biche vous invite à poser des questions. Ça pourrait se faire en cours de présentation ou encore à la fin, on aura une période de 15-20 minutes pour échanger avec notre conférencier. Vous pourrez donc poser vos questions. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole, cher Patrice. Merci d'être avec nous et très heureuse de vous entendre aujourd'hui. À vous la parole. Merci beaucoup, Véronique, pour... J'ai bien mis le micro, ça va, on m'entend bien? Oui. Merci pour ces trop bonnes paroles. C'est pas moi qui suis grand, hein, c'est le sujet. On est tous très petits par rapport à ce sujet. Et en droit humain, on n'est jamais spécialiste de quoi que ce soit. Voilà, on est tous novices et on a besoin d'apprendre constamment. Et on fait tous l'expérience à la fois merveilleuse et humble que un jour on se dit: «Mais voilà quelque chose de simple que je viens seulement de comprendre maintenant».
à la fois, on est très content parce que enfin, ça fait longtemps qu'on le cherche, et en même temps, on se dit, mais quel idiot, pourquoi je n'y avais pas pensé avant? Voilà. Donc ça, c'est l'expérience. Merci pour cette invitation, Véronique. Merci, Ivana, aussi. À Laurence Cuny qui a fait le lien entre nous, entre nos chairs, et aussi sur le contenu. Et puis, voilà, à vous toutes et tous qui êtes là. Alors, ça va être un peu sec comme intervention, donc n'hésitez pas s'il y a un souci voilà, à m'interrompre, hein, sur la compréhension. Puis sur les questions de débat, on les traitera plutôt vers la fin, mais on ne sait jamais. Voilà, mon sujet donc de la protection du patrimoine au respect du droit humain de chacun, seul ou en commun, à participer au patrimoine. Et donc, je vais m'appuyer sur la convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. J'ai participé au comité d'experts qui a rédigé cette convention entre 2003 et 2004. Elle a été adoptée en 2005. Et nous avons pu, comment dire, lui donner une force et une originalité que je regrette bien que l'UNESCO ne se soit pas emparé un peu plus, voilà, et d'autres pays. Voilà. Donc, elle est innovante par son approche basée sur les droits humains, ce sera mon premier point, par une conception inclusive des patrimoines. Ce sera essentiellement mon deuxième et mon troisième point. Elle restaure l'unité physique, spirituelle, sociale, écologique et économique, propre à toute dynamique culturelle. Ce sera plutôt celui-là, le troisième point, pardon. Et quatrièmement, enfin, elle considère le patrimoine comme un bien commun, placé sous la responsabilité de toutes celles et de tous ceux qui le peuvent. Donc, elle a un rôle transversal par rapport aux droits humains, comme l'ensemble des droits culturels, mais c'est ce point que je veux éclaircir. En préalable, un petit point de philosophie du droit et philosophie politique, c'est une convention cadre. Alors, qu'est-ce que signifie une convention cadre au niveau du Conseil de l'Europe? C'est un petit peu flou. Si vous avez regardé sur le site de la convention, alors il y a son introduction qui dit pourquoi une convention cadre, elle suggère plus ce qu'elle impose. Donc du coup, on se dirait, bon, ben, c'est du droit mou, quoi. C'est des bonnes orientations morales. Si vous regardez le rapport explicatif, il dit quelque chose qui est assez différent en disant, elle fournit un cadre plus solide et plus global aux différentes conventions techniques sur le patrimoine qui ont été adoptées avant par le Conseil de l'Europe et qui sont rappelées dans son préambule. Alors, est-ce que c'est du mou ou c'est un cadre plus solide? Alors, la réponse, vous la trouvez un peu dans la suite du rapport explicatif, au paragraphe C, en disant le contenu fondamental est beaucoup plus solide parce qu'il montre l'unité de tous les textes juridiques qui protègent le patrimoine en lui donnant un sens. Voilà. En lui donnant un sens, et le sens ici, c'est ce dont nous allons parler, mais notamment c'est un sens qui, au lieu de considérer les objets patrimoniaux selon une liste, on met l'accent sur les valeurs, c'est-à-dire comment c'est interprété par chacun, autrement dit, le droit de chacun de participer au patrimoine. Donc l'orientation sur les droits de la personne, bien que je ne vais plus employer ce terme-là à cause de la confusion, je sais qu'au Québec on en parle beaucoup, mais je crains la confusion entre personnes physiques et personnes morales. Donc je dirais droit humain principalement. Et cela veut dire que le contenu est beaucoup plus solide sur le sens au niveau fondamental, mais on ne peut pas donner une liste d'obligations purement techniques. Pourquoi? Parce qu'il y a une très, très grande diversité d'applications pratiques. Je précise, et on le comprendra plus loin,
que si vous avez un texte de droit positif classique, vous avez un certain nombre d'obligations bien déterminées. À partir du moment où vous avez un texte droit fondamental transversal, il y a tellement de complexité sur le terrain qu'on est obligé d'avoir une approche créative pour répondre aux engagements fondamentaux qui sont garantis par cet instrument. Alors, deuxième point qui complète celui-ci, il faut considérer que les droits humains sont d'abord des normes et des objectifs politiques. Voilà. Et qu'il reste des normes et des objectifs politiques, politique étant pris dans le sens noble ici, en tant que valeur fondamentale constitutive d'une nation. C'est pourquoi ils sont normalement ils devraient figurer dans les constitutions. Mais ça ne veut pas dire que dans nos démocraties très molles, hein, et beaucoup trop faibles en réalité, c'est-à-dire où la force du droit fondamental est souvent reléguée à quelques idées générales. Hein, et on regarde tout de suite les lois plus concrètes et les règlements d'application. Et les premiers articles des lois en général qui donnent l'esprit de la loi, qui donnent ces objectifs fondamentaux, sont considérés un peu comme du blabla, comme des idées floues, alors qu'en réalité, c'est des principes et qui doivent comment dire, indiquer, on pourrait dire, tout l'ascenseur entre les normes fondamentales et les règles d'application. Même si on prend la hiérarchie positive de Kelsen sur la hiérarchie des normes, là, on a cette continuité, ce qu'on pourrait dire la continuité de l'application juridique ou la sécurité juridique, mais évidemment, on peut le prendre de façon beaucoup plus dynamique en disant chaque règle d'application doit être animée par l'esprit de la loi et chaque règle d'application contribue à enrichir la compréhension des principes fondamentaux. Voilà, j'en ai fini avec ces petites situations donc pour éviter de penser que le droit, le système juridique a une cohérence autosuffisante. Et c'est du bricolage, comme tout ce qui est social. Hein. C'est du bricolage politique. Et on voit quand on participe, évidemment, voilà, je ne vais pas parler de la Convention de 2005, mais là, c'est un fameux bricolage, comme tout le monde sait. Et après, on essaye, avec son application, l'histoire, la jurisprudence, quand il y en a une, en tout cas l'histoire de son interprétation, de la faire vivre et d'ajouter de la cohérence là où ça pouvait manquer. Voilà. Donc, maintenant, je vais parler ici de l'esprit du texte de la Convention, tel que on l'a vécu dans sa création, tel qu'on le lit très clairement dans le texte, tel que le rapport explicatif en donne aussi une assez belle interprétation. Donc, je vous renvoie à ces éléments qui sont sur le site du Conseil de l'Europe. Et je ne suis pas spécialiste de son suivi, hein, mais là, vous trouvez aussi beaucoup d'éléments. Donc, le premier point, la Convention traite du patrimoine, non pas comme un objet, comme un ensemble d'objets, mais comme l'objet des droits individuels, qui est donc le droit de chacun de participer au patrimoine au pluriel, hein, au patrimoine culturel. Alors, je reviendrai sur la notion de participer, mais c'est explicitement dit comme une partie du droit de participer à la vie culturelle. On voit effectivement pas bien comment la vie culturelle se passerait de son capital culturel, c'est-à-dire toute la vie culturelle accumulée. Le principe que vous avez donc dès l'article 1A, tout au début, les parties conviennent de reconnaître que le droit au patrimoine culturel est inhérent au droit de participer à la vie culturelle tel que défini dans la Déclaration universelle, donc l'article 27. Et ensuite, au début de l'article 4, alinéa A, que toute personne, seule ou en commun, a le droit de bénéficier du patrimoine culturel et de contribuer à son enrichissement. Toute personne, seule ou en commun, ça vient de notre déclaration de Fribourg,
elle-même inspirée de l'article 17 de la Déclaration universelle sur le droit à la propriété, vous savez, le droit que personne seule ou en collectivité. Ça veut dire que nous avons du droit rigoureusement individuel dans son sujet, hein, mais que l'objet est toujours un objet participatif. Donc cette réflexion, elle vaut pour l'ensemble des droits humains, mais très, très particulièrement pour celui-ci, puisque un patrimoine, c'est un objet commun, mais chaque personne va y participer à sa façon. Et si vous prenez un exemple tout de suite, prenons la langue française avec laquelle nous communiquons en ce moment-là, c'est bien un objet commun que nous sommes en train de partager, mais ce n'est pas simplement un bien collectif. Pourquoi? Parce qu'il nous touche à l'intime. La langue, je pourrais parler après bien d'autres exemples, je prends celui-ci. La langue est ce par quoi nous pensons, ce par quoi nous exprimons, ce par quoi nous exprimons les autres gestes physiques. La langue est aussi un geste physique. Nous exprimons le langage du corps, nous exprimons le langage des choses, et c'est à la fois intime, et nous ne pouvons vivre cette intimité qu'en la partageant avec d'autres, c'est-à-dire en l'adressant, comme je fais maintenant, je m'adresse à vous, et le sens de la langue est de chercher ce vis-à-vis de la langue à qui je m'adresse, et le à qui je m'adresse va donner l'intelligence à ce que je cherche à dire. Le à qui je m'adresse va m'obliger à être plus intelligent, plus présent que je ne l'étais avant. Oui. Donc ça, c'est bien la notion de patrimoine. Ce n'est pas simplement un objet qu'on partage comme une bonne table, c'est un objet qu'on s'adresse mutuellement. Et donc nous avons besoin les uns les autres de nos interprétations mutuelles pour l'enrichir. Ce serait un petit peu la même chose si vous visitez un musée de peinture. Eh bien, vous pouvez évidemment vous mettre en face des différentes toiles et les contempler. C'est très bien, mais c'est tout à fait intéressant de partager cela avec un autre regard, que ce soit un regard d'un ami ou que ce soit un regard d'un expert, d'un historien, ou que sais-je, ou d'un poète ou d'un musicien. Ou d'un architecte. Voilà. Et donc, à ce moment-là, nous découvrons, plus on le partage, plus il devient personnel. Donc, on n'est pas du tout dans ou bien c'est individuel ou bien c'est collectif. Plus c'est personnel, plus c'est commun. Plus c'est commun, plus c'est personnel. Vous voyez dans quel sens? Je reviendrai là-dessus en dernier point. L'article 3 nous dit les patrimoines culturels en Europe. Autrement dit, vous avez dans le premier point, pas d'essentialisme sur les objets. Les objets n'ont pas d'autre consistance que la valeur qu'on leur attribue. Encore moins, pas d'essentialisme nationaliste en disant ça, c'est le patrimoine. Et comme en France, je ne vais pas parler du Canada, j'oserais pas. Mais en France, quand on parle du patrimoine de la France avec des cocoricots, hein, en disant que la cuisine est la meilleure cuisine du monde, c'est vraiment bête à pleurer. Voilà. Et donc, ici, ce qui compte, c'est l'acte, n'est-ce pas, d'évaluer, de participer donc à un patrimoine. Et ce n'est pas l'objet en lui-même, c'est l'objet tel que un ensemble de personnes lui attribue de la valeur et reconnaît cette valeur. Et donc, dans la définition de l'article 3, patrimoine commun en Europe, il y a eu des grandes discussions puisque le patrimoine commun, c'est le patrimoine de la démocratie et de la liberté. Mais bon, ce n'est pas spécifiquement européen, c'est universel, mais c'est quand même spécifique, en tout cas au Conseil de l'Europe. Et donc, la définition, c'est tous les patrimoines culturels en Europe constituent dans leur ensemble une source partagée de mémoire, de compréhension, d'identité, de cohésion et de créativité. Autrement dit, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas la civilisation gréco-romaine qui fait le patrimoine. Oui, c'est ça, mais ça ne sépare pas, par exemple, d'une tradition islamique comme certains partis veulent le démontrer, ou d'autres éléments liés à la modernité ou à l'industrialisation, ou que sais-je. Mais c'est bien les ressources patrimoniales qui se trouvent là, sur le territoire, ou dont les Européens se sentent responsables. Ce qui veut dire que ça peut être aussi un patrimoine qui se trouve tout à fait ailleurs que sur le sol européen.
Donc, on s'oppose à tout essentialisme des cultures. Voilà. On s'oppose à toutes les guerres de mémoire. Ce qui compte ici, c'est l'acte de reconnaissance. Le droit de participer au patrimoine, c'est un droit de participer, mais aussi de ne pas participer. C'est une liberté, par conséquent, et c'est une responsabilité. Cela correspond, en d'autres termes, à un travail de mémoire. Voilà. Et donc, dans chaque droit fondamental, et notamment c'est ce qu'expriment tous les droits culturels, vous avez un travail de mémoire. Mais en comprenant bien que dans la mémoire singulière, qu'il s'agisse d'une église, d'un temple, d'un château pour prendre des monuments, qu'il s'agisse d'un paysage ou d'autres valeurs, vous avez une valeur qui est particulière, mais qui a potentiellement une approche universelle, une valeur universelle. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Dans mon deuxième point, conception inclusive des patrimoines. Je dois encore peut-être dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, une définition même des droits culturels pour montrer le lien. Par droit culturel, nous entendons dans le groupe, ce n'est pas dans la définition de la déclaration de Fribourg, parce qu'en général, on ne définit pas dans ce type de déclaration le droit lui-même, mais on le fait dans nos commentaires. C'est les droits de chacun, seul ou en commun, de participer aux ressources culturelles qui sont nécessaires pour vivre son processus d'identification tout au long de sa vie. Le droit de participer, selon ou commun, aux ressources culturelles qui sont nécessaires pour vivre son processus d'identification tout au long de sa vie. Processus d'identification, on peut dire aussi processus de reconnaissance. Un droit culturel, c'est le droit de connaître et de reconnaître. Et c'est aussi le droit d'être reconnu. Et le droit d'être reconnu comme étant capable de connaître. Donc on est vraiment au cœur même de la dignité du sujet. Chaque homme, chaque femme a le droit d'exprimer, de découvrir ce qu'il a de plus fort en lui. Et pour découvrir, exprimer ce qu'il a de plus fort en lui, il a besoin d'accéder, de pratiquer et de contribuer à toutes sortes de savoirs qu'on appellera ressources culturelles. C'est un droit de jouir. Comme on dit, jouir d'un savoir, et comme on dit, jouir d'un droit au niveau juridique, mais le terme qui va du droit à ce qu'il y a de plus sensuel est absolument fondamental ici. J'y reviendrai aussi. Donc, le deuxième point, la conception inclusive du patrimoine. Le problème, évidemment, c'est les classifications. On a une approche sectorielle du patrimoine, comme on a une approche sectorielle dans toute administration, en classant les formes de patrimoine. Et la pire, elle a été inventée par l'UNESCO, c'est le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Je vais me déchaîner un tout petit peu là-dessus, mais pas trop longtemps. Nous avons un problème théorique ici encore, et qui est un problème politique très concret. Pourquoi les clivages administratifs, qui sont nécessaires, puisqu'on doit bien définir les responsabilités de chaque administration. Mais pourquoi les clivages administratifs, avec leurs inscriptions juridiques, puisque chaque clivage administratif s'appuie sur des lois et des règlements, pourquoi est-ce que ça passe pour de la réalité? Et donc, un patrimoine, c'est tout. Il est multidimensionnel. Alors, nous avons fait le travail en lien avec la définition de la culture de l'UNESCO de 82 pour donner une définition large de la culture. Nous l'avons dans la déclaration de Fribourg reprise, mais en mettant, ce n'est pas les cultures qui existent, c'est la culture de chacun, seul ou en commun, donc c'est vivant. Eh bien, c'est la même chose pour le patrimoine. Le patrimoine, il a toute l'extension du champ culturel, et non seulement du champ culturel, puisqu'on peut parler d'un patrimoine écologique, on peut parler d'un patrimoine économique, on peut parler d'un capital social. Alors,
si c'est tout le champ culturel et la dimension culturelle des autres champs, ça peut être aussi bien tout ce qu'il y a, et là je reprends la belle définition qu'on a dans la déclaration et qu'on a pris dans la convention. Qu'est-ce qui est culturel? Qu'est-ce qu'un bien culturel ou une activité culturelle? C'est un bien qui est porteur d'identité, de valeur et de sens. Donc, qu'est-ce qui est porteur d'identité, de valeur et de sens? Ça peut être évidemment un bâtiment, ça peut être un objet, ça peut être un paysage, ça peut être un arbre, hein, parce qu'un arbre est source de savoir immense. Alors, un arbre interprété, un arbre recherché, c'est pas là tout seul. Ça peut être la nuit, beaucoup de travail, la nuit comme bien commun, comme patrimoine commun, très en danger, hein. Et c'est central. La nuit, c'est aussi bien une expérience poétique, une expérience esthétique qu'une expérience d'observation, etc. Ça peut être une langue, j'en ai parlé, ça peut être une science, ça peut être une tradition, ça peut être le climat, hein. Pourquoi le climat? Le climat, ce n'est pas simplement un problème biologique, évidemment, c'est tout un problème d'activité interreliée, d'activité humaine liée aux activités des autres vivants. Donc, à partir de cette approche-là, on peut définir la notion de capital culturel. La notion est reprise on ne l'a pas mise dans la convention, mais elle est reprise dans le rapport explicatif. La notion de capital culturel est fondamentale. Un capital en économie, c'est un pont temporel entre le passé et le futur. On n'a pas de liberté si on n'a pas un capital. Voilà. Si on n'a pas un capital de langage suffisant, on n'arrivera pas à s'exprimer. Si on n'a pas un capital de connaissance de son corps suffisant, on n'arrivera ni à le gérer, ni à s'exprimer. Et vous pouvez prendre tous les domaines des différentes formes de capitaux. Alors, on peut, pour le capital culturel, se référer aux travaux de Bourdieu, qui sont le capital objectivé, c'est-à-dire des objets comme un livre, une bibliothèque, c'est un capital culturel à l'évidence, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de l'exploiter, il y a quelque chose d'infini, on en a besoin, on l'utilise. Mais le capital, il est aussi symbolique, c'est ce qu'on va partager avec d'autres. Et le capital, surtout, il est incorporé. C'est-à-dire le livre, on le mange, n'est-ce pas? On en fait sa vie, on en fait sa forme. Il nous bouleverse, voilà, il nous travaille. Voilà. Donc, ce qui vous évoque tout de suite l'idée que nous avons une grande proximité, et c'est ça la valeur du droit au patrimoine, une très grande proximité entre les hommes et les choses, hein. Nous avons besoin de contact, nous avons besoin de toucher des arbres, nous avons besoin de toucher le sable, la neige, l'eau, de nous toucher mutuellement. Nous avons besoin, toute notre culture est sur notre peau, elle est à la fois superficielle et profonde, parce que c'est notre frontière. Et toute culture est en frontière et en recherche, je vous disais, de vis-à-vis tout à l'heure. Donc, en langage philosophique, la phénoménologie, on parlera d'une intentionnalité, c'est-à-dire on cherche. Dans tout travail culturel, de créativité, on cherche, mais quelle est l'intelligence de l'autre? Quelle est l'intelligence de cette chose, de cet objet? Voilà. Quelle est l'intelligence de cet être vivant? Et qu'est-ce qui, en moi, répond à cette intelligence-là? Ou, et réciproquement, qu'est-ce qui, dans l'autre, répond à cette intelligence qui est en moi? Donc, c'est toujours une recherche de correspondance. Vous voyez. Donc, encore une fois, c'est pas le patrimoine seulement c'est pas le patrimoine qui est objet. Ce qui est l'objet du droit au patrimoine, c'est la correspondance entre des personnes et d'autres. Oui. Ou si vous préférez, c'est une relation triangulaire, comme à mon avis on a dans tous les droits humains. C'est une personne, une autre personne, un patrimoine au milieu. Voilà. C'est ça qui fait la relation, on pourrait dire, patrimoniale. Quand je dis une personne, une autre personne, ça peut dire évidemment une communauté de personnes, voilà, tout de suite, ou d'autres, voilà. Et le patrimoine, ça peut être aussi le patrimoine porté par une personne, c'est-à-dire quelqu'un, voilà, patrimoine vivant, comme on dit, dans ce sens-là, voilà. Autrement dit, le capital culturel, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de ressources culturelles.
un ensemble accumulé de ressources culturelles, mais un cumul qui est intelligent, qui fait sens, c'est-à-dire des sources culturelles qui se répondent. Voilà. Des sources, des ressources, et qu'on va constamment ressourcer. Valoriser un patrimoine, c'est le ressourcer aussi. Donc une source, c'est magnifique comme terme. Une ressource, on y revient, on l'exploite, et on va la ressourcer, c'est-à-dire l'entretenir, comme on entretient une source d'eau. Et comme on va chercher constamment sa limpidité, sa fraîcheur, hein, sa pureté, bref, son authenticité. Alors, l'objet du droit au patrimoine est donc un acte relationnel, une activité, si vous préférez un tissage social, puisqu'on se relie les uns aux autres par des savoirs partagés, par des valeurs estimées. La participation, vous l'avez dans l'article 4A, où il est indiqué donc le droit de bénéficier du patrimoine et de contribuer à son enrichissement. Donc il y a l'aspect bénéfice, ça veut dire j'accède et j'en jouis, mais pour en bénéficier, vous avez la pratique, il faut le pratiquer, et puis ensuite y contribuer. Donc c'est les trois modes qu'on développe maintenant de la participation: accéder, pratiquer, contribuer, avec l'idée que c'est en boucle, parce que c'est aussi au moment où on contribue qu'on accède. Prenez des enfants, vous les amenez au musée ou vous les amenez dans une forêt et vous leur demandez de dessiner ou de faire une observation. À ce moment-là, ils vont contribuer à une créativité par rapport à ce patrimoine. Mais c'est cette contribution, cette mise en geste, qui n'est pas seulement de faire des exercices, mais que de chercher autre chose d'original qu'ils vont faire, qui vont accéder eux-mêmes à, à la discipline culturelle qui est présentée par cet objet. L'article 5b parle aussi de valoriser. C'est intéressant de voir le lien entre toute personne selon commun a le droit de bénéficier, de contribuer à son enrichissement, et les parties s'engagent cette fois-ci, donc les États parties, à valoriser le patrimoine culturel à travers son identification, son étude, son interprétation, sa protection, sa conservation et sa présentation. Donc ici, vous avez une chaîne pour définir ce terme valorisé, qu'on a du mal à traduire en anglais, mais qui est extrêmement intéressante. Identifier, c'est une identification participative, à l'étudier, à l'interpréter, à le protéger, à le conserver et à le présenter. J'arrive ainsi à cet aspect transversal et en même temps unitaire ou inclusif du domaine culturel. Ça va pour l'instant? Je ne vous ai pas assommé? Vous me dites, hein, n'hésitez pas à m'interrompre. Le patrimoine restaure l'unité physique et spirituelle, c'est le premier point. Pourquoi la notion d'immatériel est franchement stupide? Parce que qu'est-ce qui fait l'unité du culturel? On va bien dire l'expression. L'expression, ça veut dire quoi? Ça veut dire subir une impression, subir des impressions. Des impressions, ça veut dire que mon corps bouge, il est ému, il me donne à penser, que mes 5 sens ont fonctionné, si j'ose dire. Mes 5 sens produisent du sens, c'est-à-dire de l'intelligence. Et ensuite, en exprimant qu'est-ce que je vais faire, je vais matérialiser cette émotion-là. Et il n'est pas possible de penser le travail culturel qui serait comme ça un peu vaporeux et qui utiliserait simplement un support ou un autre, comme si la forme du bâtiment, hein, pensée par un architecte, pourrait prendre une matière ou une autre indifféremment, à commencer par le papier ou l'ordinateur sur lequel il est dessiné. Si, imaginez pourquoi définir la cuisine comme un patrimoine immatériel. Imaginez un cuisinier qui ne va pas chercher la substance, la puissance de ces poireaux, de ces pommes de terre, de ces poissons ou de tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il ne va pas chercher la saveur, à la fois dans la couleur,
que dans comment dire, la structure biologique, dans la texture de l'aliment. Et qu'ensuite, y compris dans sa présentation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder la correspondance entre les différents éléments, c'est-à-dire les différentes matières qui sont utilisées. Donc découpler, casser, parler de 2 formes de patrimoine ou de 2 dimensions du patrimoine, c'est casser ce qui est d'abord un, et non seulement ce qui est un en disant la matière et l'immatériel sont complémentaires, mais ils ne sont pas complémentaires, c'est la même chose. Ouais. On pourrait dire des dimensions différentes, mais à ce moment-là, pourquoi l'appeler non matériel? Quand vous dites que quelque chose est non matériel, vous ne dites pas ce qu'il est, n'est-ce pas? Et ça veut dire qu'une conception stupide de la matière, elle est puissante, hein, et on en a besoin, on la cherche, on a besoin de la faire vibrer, hein, et la création, c'est bien ça. Créer, c'est quoi? C'est donner de la matière au sens, c'est donner du sens à la matière ou de la matière au sens, dans les 2 sens. C'est un travail réciproque, en aller-retour, et la création, c'est bien ça, c'est faire parler les murs, c'est faire parler les couleurs, c'est faire parler la toile, c'est faire parler son corps, c'est chercher les autres corps, c'est chercher les correspondances entre les sons, les correspondances entre les couleurs, les correspondances entre les pierres, entre la dialectique du dur et du mou, comme disait Gaston Bachelard. C'est chercher la dialectique des durées. Voilà. Et constamment, vous êtes dans du matériel. Être dans une activité culturelle, c'est être amoureux des matières, ça ne peut pas être autrement. Et comment est-ce qu'on pourrait alors, pourquoi l'appeler immatériel? On pourrait l'appeler, spirituel si on voulait, hein, mais aussitôt, il y a des gens qui ont horreur du mot spirituel parce que ça fait un peu en l'air, c'est mieux que immatériel, hein. Surtout quand on emploie le immatériel n'importe comment, notamment quand on va dématérialiser des documents, alors qu'en réalité, on les met dans une matière beaucoup plus énergivore, qui est l'électronique. Hein, comme si l'électronique n'était pas matérielle. Oui, c'est exactement le contraire. C'est une matière originale, différente. Ouais, mais c'est une transmatérialité. C'est pas du tout une dématérialisation. Nous sommes dans un univers abstrait. Marx avait raison de ce côté-là quand il disait l'univers du capital dans son langage, c'est une société qui n'est pas matérialiste, c'est une société qui est abstraite. Voilà. Et on est dans des sociétés abstraites. Et pourquoi des sociétés abstraites? Parce que c'est la matière qui nous rappelle à la réalité. C'est le corps humain, l'habeas corpus, on pourrait dire, en le généralisant, qui te dit, toi, tu es digne dans ton corps, tu es digne dans ce visage qui est en train de regarder, tu es digne dans cette parole que tu n'arrives pas à dire parce que tu as trop souffert. Voilà. Et ça, c'est bien dans ta matière, dans ta sensualité, dans ton émotion, dans ta mémoire qui est incrustée dans tes neurones. Ce n'est pas simplement quelque chose qui serait quelque part. Pas et on va essayer de le libérer par des exercices physiques aussi bien que de relaxation, que de tout ce qu'on voudra. Et, et artistique, oui, et intellectuel. Mais tout ça est intimement lié, sinon on casse la personne humaine. Quand je dis on casse la personne humaine, et on casse ses liens, ce qui va avec. Donc, si je n'arrive pas à comprendre le pourquoi de cette cassure qui s'est mise là, hein, et qui rend inintelligible et qui nous ramène donc, encore une fois, on peut comprendre que, évidemment, que les différents types de patrimoine peuvent se protéger différemment et demandent des techniques différentes à la fois de listes, d'identification, de conservation, etc. Mais une conservation, prenez d'un bâtiment, quel qu'il soit, d'une église ou d'un château, d'un temple, ou d'une maison, d'un quartier de ville, ben, c'est la conservation de la mémoire qui est. Et c'est une interprétation. Et quand on va comment dire, restaurer un bâtiment, on doit interpréter quelle couche du bâtiment, etc., etc. Et donc, on va rechercher la trace de la main des ouvriers qui est peut-être encore sous une trace de plâtre. Voilà.
Et donc, à chaque fois, c'est complètement physique et à la fois, c'est l'âme de la maison, c'est l'âme du bâtiment qu'on cherche, ou ces âmes, ces âmes, c'est un jeu de mots, ces interprétations donc, qui sont possibles. Donc, ce qui est important, pour revenir au sujet, c'est de considérer la capacité d'un être humain de déposer de la dignité dans des choses. Ouais. Donc, on n'a pas d'un côté la dignité humaine, c'est l'individu, etc. Et puis d'un côté des objets, hein, mais on est capable de déposer de la dignité dans des choses, que ce soit un livre dans lequel on n'a pas pu dire quelque chose, on a réussi à l'écrire, et quelque chose qui est très intime, on peut le partager de façon très ouverte à des gens qu'on ne connaît pas. Hein. Et ça, c'est bien l'aspect, on pourrait dire, magique de l'approche patrimoniale. C'est-à-dire, vous et moi, nous pouvons contribuer à du patrimoine en créant dans nos domaines de création. Voilà, tout ça, c'était donc dans le titre 1, en gros, de la Convention. Avec le titre 2, on va approcher déjà, je suis toujours dans mon troisième point, l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que vous avez une vision systémique. Alors, l'aspect physique-spirituel, c'est carrément anthropologique ou métaphysique, comme on voudrait, quoi. C'est l'unité de l'être humain. Bon. Tandis que là, on va dire quel rapport avec l'économique, quel rapport avec le social, quel rapport avec le politique. En deux mots, on va indiquer simplement qu'il n'y a pas d'un côté un capital social, de l'autre côté un capital culturel, de l'autre côté un capital économique, que la valorisation économique n'est pas a priori contradictoire avec la préservation d'un capital culturel, elle peut l'être, mais si c'est mal géré, et que la vision qui est ici est une vision systémique, c'est-à-dire vous prenez un objet qui est ici, par exemple, le capital culturel d'une petite commune, n'est-ce pas, avec ses habitants, avec ses pratiques, avec ses bâtiments, avec son paysage, son milieu, et vous essayez de savoir comment valoriser ce capital-là. Et bien sûr que vous avez une dimension économique qui va entrer là-dedans, vous avez d'abord une dimension sociale, etc., etc. Donc vous avez une interpénétration, et il est clair que le mot valoriser prend tous ses sens. En valoriser, prenez dans le département de la Manche, en France, où vous avez, je ne sais plus combien, 650 églises pour 400 villages. Et donc, il y en a plein, il y a des églises, on ne sait pas qu'en faire, il y en a qu'on peut démolir, puis il y en a qu'on ne peut pas démolir parce elles sont superbes, elles sont belles, mais on ne sait pas non plus toutes les entretenir. Donc, comment est-ce qu'on va valoriser ça? Voilà. Alors, on peut en faire une salle de concert, mais il y en a déjà beaucoup. On peut faire enfin, beaucoup de choses, mais ça veut dire valoriser, ça veut dire aussi trouver des sous, évidemment, mais ça veut dire en faire un lieu social, un lieu de rencontre qui a du sens. Là. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui s'intègrent dans un environnement à la fois paysager et diversifié, et qu'on appelle dans la Convention un environnement culturel. La dimension ici d'environnement culturel le texte c'est sur l'environnement, le texte, la notion de l'environnement culturel explicité dans le rapport explicatif. Voilà. Plus précisément, et je reviens à la dimension plus anthropologique ici, ce n'est pas l'individu dans son milieu, c'est le milieu qui est autour de chacun et qui répond à ce qu'on a en son milieu. Oui. C'est-à-dire, vous entrez dans une maison fantastique, vous dites, mais quelle maison formidable, vous êtes complètement étonné, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément votre goût, peu importe, mais vous dites, cette maison, elle a une âme, c'est quelque chose, ça me donne envie, hein, ça me donne envie de vivre, ça me donne envie de créer, voilà. Et pourquoi? Ben parce que ça vous palpite, hein, ça correspond à votre façon d'habiter, voilà. Une maison, c'est fait pour apprendre à habiter son corps, à habiter sa gestualité, à habiter sa relation sociale. Donc, vous avez une correspondance étroite entre la maison ici et le corps, entre la peau de la maison et la peau de l'individu, entre les lumières, les fenêtres de la maison et comment on envisage aussi les contrastes entre ombre et lumière, etc., etc. Et donc, cette correspondance entre le milieu qui est au milieu de nous et le milieu qui est autour de nous, en allemand Umwelt, qui est autour, et Mitte, ce qui est au milieu, est complètement central ici, et c'est aussi un propre justement du bien commun. Donc dans l'éthique de l'interprétation, au titre 2, notamment l'article 5, dans la valorisation du patrimoine.
vous avez bien cette idée de le centrer directement sur le développement humain. Donc ça, c'était l'article 5 qui nous introduit, pardon, au titre de Je me suis mélangé, patrimoine culturel et dialogue, environnement, patrimoine et qualité de vie. Ce qui m'amène à une valeur de bien commun et de responsabilité commune. Nous avons, pour les obligations au regard de l'ensemble des droits humains, vous savez, la trilogie, respect, protect, fulfill, respecter, protéger, et le troisième terme, on le traduit de façon différente, selon qu'on est plus ou moins exigeant, réaliser. Respecter ici le patrimoine implique qu'on accorde a priori de la valeur à d'autres patrimoines que le sien, de sa communauté. Ce qui signifie que chaque patrimoine approprié par une personne ou par une communauté patrimoniale, si vient, a une valeur qui ne lui est pas unique, qui ne lui est pas, comment dire, c'est pas privé. Voilà. Et donc, dans cet acte d'appropriation, l'acte d'appropriation lui-même a valeur universelle, parce que chacun a le droit de s'approprier, par exemple, une langue. Et si l'acte d'appropriation, le droit de parler dans la ou les langues de son choix, public comme en privé, si cet acte d'appropriation a valeur universelle, ça ne veut pas dire que la langue elle-même est directement universalisable, mais elle a un potentiel d'universalité. Dans chaque patrimoine particulier, vous avez un potentiel d'universalité. Et c'est bien l'acte d'appropriation, n'est-ce pas, qui va le développer. Je prends un exemple. Vous avez donc, je n'ai pas parlé de la communauté patrimoniale telle qu'elle est définie dans plusieurs articles, je vais y revenir après, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se mettent d'accord pour accéder, attendez, j'y arrive, article 2, excusez-moi, définition. Une communauté patrimoniale se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu'elles souhaitent, dans le cadre de l'action publique, maintenir et transmettre aux générations futures. Donc une communauté patrimoniale, ce n'est pas forcément une communauté de croyants, par exemple, qui vont à l'église et qui sont la communauté qui serait détentrice de ce bâtiment, l'église, ou de cette communauté, l'église, avec un grand E cette fois-ci, hein. Mais comment dire, le fait qu'ils se sentent responsables de ce bâtiment, l'église du village, ou de cette communauté religieuse, l'Église au sens plus général, fait qu'ils vont l'exploiter, qu'ils vont chercher à l'habiter, à l'approprier, à la valoriser et à en chercher ce qu'il y a de potentiellement universel dedans. Ouais. Comme je vous disais exactement pour la langue, le fait de s'approprier une langue, de la développer, de la déployer, c'est d'en développer une valeur universalisable, une valeur de plus grande communication. Ce qui veut dire que dans une communauté patrimoniale, vous n'avez pas une propriété privée, mais vous avez cette valeur de bien commun, que ça peut être dans la communauté patrimoniale, ça peut être des habitants du coin qui participent effectivement, je reprends l'église du village, mais ça peut être également des historiens de l'art, ça peut être des politiques, ça peut être des historiens tout court, ça peut être des architectes, des techniciens de différents métiers, etc. Ça peut être les voisins directs. Donc, toutes des personnes qui sont en quelque sorte partie prenante de la participation à ce bien, à sa valorisation. Donc, la notion de communauté est ici une notion non essentialisée, comme le patrimoine, comme la culture. C'est une notion ouverte, mais qui veut dire il faut qu'il y ait une correspondance avec la notion de bien commun. Un bien commun appelle une communauté.
Alors, je reprends ici les définitions des communs qu'on a aujourd'hui, d'Eleonore Ostrom en particulier, qui dit un bien commun, ce n'est pas seulement une ressource, c'est une communauté qui s'en charge et c'est les règlements, la gouvernance qu'elle se donne pour la gérer. Voilà. Ce n'est pas l'eau qui est un bien commun, c'est l'eau qui est la ressource, c'est une communauté, par exemple villageoise ou nationale ou mondiale, qui prend en charge la valorisation de cette ressource et qui se donne des règlements, une habitude de gouvernance qui permet de faire ça pour le bien de tous, pour les générations présentes et les générations futures. Voilà. Donc cet aspect toujours triangulaire est complètement central et de comprendre ici cette notion de communauté qui est très ouverte, qui est très fort et qui donne aussi le principe même de ce que c'est qu'une communauté politique. Puisqu'une communauté politique se réunit sur un patrimoine politique de valeurs, voilà, qui la définit. Qui est donc responsable au premier chef? Hein, c'est bien cette communauté patrimoniale. J'ai vu dans le projet de loi ou modification de loi du Québec sur le patrimoine qu'on y parle d'une table des partenaires. Hein. Ça peut être, c'est une jolie expression, voilà. Sauf que ce n'est pas simplement un lieu de concertation, c'est une communauté qui met en œuvre. Voilà. Et y compris peut-être le restaurant du coin qui est directement impliqué. Là, ça va des choses qui peuvent être les plus triviales au plus comment dire, importantes dans le domaine de l'histoire de l'art, par exemple. Mais c'est ça, la vie. Hein. Alors, je vais terminer parce que on est bientôt là. J'avais dit que je m'interrompais au cas de besoin, mais on le fera dans la discussion. Le titre 3 nous donne ici les articles, notamment 12, 13 et 14, qui nous donnent la mise en œuvre et les responsabilités. Accès au patrimoine culturel et participation démocratique. Ça veut dire que dans une approche administrative classique, évidemment, vous avez les spécialistes du patrimoine qui vont définir, qui vont observer, qui vont récolter un certain nombre d'avis, mais c'est eux qui vont gérer cela. Dans une perspective de participation démocratique, c'est une participation qui est continue. Et on a la chose aussi bien quand il s'agit de valoriser un patrimoine que quand une décision doit être prise pour détruire un objet. Donc ici, l'article 12 dit que les parties doivent être encouragées à participer au processus d'identification, d'étude, d'interprétation, de protection, de conservation et de présentation du patrimoine culturel. Donc c'est tout ce qu'on avait vu avant, ce qu'on peut appeler la chaîne de valorisation. Donc c'est tout à fait central puisque, encore une fois, ce n'est pas la préservation du patrimoine qui compte en premier. Ce qui compte, c'est la participation des personnes à cette valorisation. Et c'est là qu'on a le droit humain. La préservation des objets patrimoniaux est seconde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, mais elle est seconde par rapport au droit de participer, d'interpréter. Alors, je vais juste vous donner un exemple pour terminer, qui est je l'ai mis, je crois, dans les textes que j'avais envoyés, Véronique, ici, la Déclaration de Genève, droits humains et patrimoine culturel, en lien avec la ville de Genève, avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Le maire de l'époque avait visité la ville de Diyarbakır en Turquie, ville kurde, voilà, et qui est déculturée systématiquement pour tuer le patrimoine kurde, là, hein, comme on a pas mal de villes dans le monde. Donc il en est revenu horrifié en disant on a une responsabilité, nous qui sommes dans des villes libres, de collaboration directe,
vu que, comme en ce qui concerne les droits de l'homme, dans le langage officiel, on dit que les États sont les premiers responsables des droits de l'homme. Dans la réalité, ils sont les premiers responsables de leur violation, dans le plutôt des cas, hein. Et pour la destruction des patrimoines, c'est en bonne partie le cas dans toutes les situations dures, qu'elles soient dures au niveau des guerres internes ou externes, qu'elles soient dures au niveau d'un développement économique anarchique. Voilà. Et donc à ce moment-là, sur un peu mandat de la ville de Genève, on a proposé avec un groupe d'experts, notamment inspiré par Faro, de créer un texte qui montre la solidarité des villes dans la protection des patrimoines comme un facteur de paix, pour la bonne raison, pour beaucoup de raisons. Mais la première raison, c'est qu'au niveau des villes et des cités, on est beaucoup plus proche à la fois des objets comme tels et à la fois de la participation multidimensionnelle et multi-acteur qui fait un patrimoine vivant. Voilà. Et donc cette initiative, ensuite on a fait un projet de mise en œuvre. Pour l'instant, c'est encore en attente. Il y a une vingtaine de villes qui ont adhéré à cela. Et c'est vraiment un élément très, très pratique pour dire que le but ici, ce n'est pas de développer un appareil juridique qui irait des principes généraux aux obligations les plus concrètes. Le but ici, c'est de montrer comment les obligations fondamentales en termes de paix, de développement humain, d'un développement qui soit à la fois inclusif de toutes les personnes et inclusif des domaines. Et on ne peut pas l'être l'un sans l'autre. On ne peut pas être inclusif des personnes si on n'inclut pas les dimensions économiques, les dimensions sociales, les dimensions culturelles au sens le plus large et le plus fort, voyez, et évidemment les dimensions écologiques et dans une synthèse politique qui soit digne de ce nom. Mais cela demande, comme je le disais d'entrée de jeu, un travail d'interprétation créative pour créer des initiatives qui permettent de réaliser cela. Chaque initiative devient comme un cas d'école, on travaille beaucoup par cas d'école, où on regarde comment, et vous trouvez ça sur le site de la Convention de Faro, comment, dans tel cas, telle ville, tel endroit, telle association a pu réaliser d'une façon originale, intéressante. Mais ce n'est pas une bonne pratique qui peut être dupliquée ailleurs, parce que chaque cas est singulier. Chaque cas est singulier dans cette interprétation d'une valeur universelle. Donc chaque cas est singulier, mais donc chaque cas est potentiellement instructif. On n'a pas une conception de l'universalité descendante en disant « Ah, ça c'est un patrimoine qui a une valeur universelle a priori tellement il est formidable ». Ça arrive, on peut avoir cette expérience-là, bien sûr, mais on a une universalité qui est à chaque fois récréative, dans tous les beaux sens du mot, hein. C'est-à-dire que c'est dans l'expérience même de la puissance de la peinture, de la puissance de la cuisine, de la puissance de la nature, de la puissance de la science, de la puissance d'une communauté humaine, de la puissance du politique, de la puissance du religieux, de la puissance du travail au quotidien, de la vie de famille, que sais-je, que à ce moment-là, des fragments d'universel se distribuent, se partagent, se complètent, s'appellent mutuellement. Voilà, je m'arrête. J'ai fait une petite heure et je vous écoute. Merci d'abord, merci beaucoup Patrice pour cette présentation si riche, si passionnante et j'ai envie de dire aussi un peu perturbante et pour moi, sans doute aussi peut-être pour les étudiants qui assistent à votre conférence, parce que c'est vrai que vous déconstruisez une pensée, des concepts avec lesquels on a travaillé depuis le début de notre session, parce qu'on travaille avec essentiellement les instruments juridiques de l'UNESCO et vous avez été très critique, Je me suis assez retenu. bref. J'aurais envie de vous entendre un petit peu plus sur l'approche de l'UNESCO et sur éventuellement pour un État qui est lié par ces instruments, mais qui est aussi
très, très ouvert à d'autres conceptions, d'autres façons de faire en matière de valorisation du patrimoine. Par où est-ce qu'on prend le morceau d'une certaine façon? C'est tellement, les approches sont tellement différentes et cette idée de privilégier le droit de participer qui viendrait par la suite orienter un peu toutes nos actions. Comment on fait quand on est un État non européen parti aux conventions de l'UNESCO pour moderniser nos approches et s'inspirer de la Convention Faro notamment? La question est politique générale, hein. Quelle importance on donne aux droits humains? Mm. Voilà. Vous avez les États officiellement sont tous d'accord, ou presque, avec les droits humains. Maintenant, un peu moins comme on le voit. Mais en fait, ils y croient qu'à moitié. N'est-ce pas? Ne serait-ce qu'avec la définition des droits civils et politiques d'un côté, des droits économiques, sociaux et culturels de l'autre. Donc, du coup, finalement, dans la réalité, les États choisissent dans les droits humains ce qui leur convienne. Voilà. Alors, avec ça, on a un gros problème, parce que l'universalité, de fait, elle est battue en brèche, parce qu'elle n'a pas son fondement logique. Si on ne voit pas, alors, dans le cas présent, la convention cadre du Conseil de l'Europe a donné du sens aux autres conventions. Elle ne les a pas supprimées. Voilà. Donc, ce qui nous manquerait à l'UNESCO, ce serait un travail similaire, voilà, pas forcément le même, mais similaire, c'est-à-dire de recentrer ces conventions, appelons-les techniques, vers les droits fondamentaux, et en l'occurrence ici par le biais, pas par le biais, par la fenêtre centrale du droit au patrimoine. Voilà. Mais comme les droits culturels sont les droits qui sont les plus délicats du point de vue politique, évidemment, ils sont restés sous-développés, comme vous le savez, et c'est seulement maintenant, depuis 2009 environ, qu'on a réussi à faire pousser ça, en tout cas aux Nations Unies, et que ça se développe petit à petit dans pas mal d'endroits. Donc ça, c'est un travail général. Ceci dit, ce n'est pas propre au droit culturel. Si vous prenez le droit à la propriété, vous avez le droit de propriété qui est très très bien garanti dans tous nos pays, n'est-ce pas? Et pour ceux qui sont propriétaires. Mais chercher à définir le droit à la propriété, pour quelqu'un qui est pauvre, eh ben, il n'a pas beaucoup de droits, hein, qui est pauvre. Voilà. Et donc, à ce moment-là, le droit de propriété n'est pas un droit sacré. Ouais. C'est un droit qui est second par rapport au droit à la propriété. Et si vous prenez l'exemple de la propriété comme propriété privée, l'usage privatif d'une propriété est relatif au bien des autres. Voilà, il n'est pas non plus sacré ou absolu. Donc on a ici un problème de revaloriser ou recentrer ce que j'appelais tout à l'heure cette fragmentation administrative, ouais, qui est évidemment une fragmentation politique et qui risque qui souvent, comment dire, se déploie, se cristallise encore dans la fragmentation juridique, mais que vous pourrez trouver aussi dans l'économie. Si on parle d'économie de la culture, on parle d'économie des beaux-arts, voilà. Et on ne parle pas beaucoup de l'économie des sciences, qui est tout un autre domaine et qui pourtant est le même. Voilà. Et l'économie de l'éducation. Et donc on a très peu ou pas du tout d'analyse sur l'économie de la culture dans son champ général avec ses sous-domaines. Voilà. Donc ce n'est pas propre à ça. Mais bon, ce n'est pas l'État qui nous compte, n'est-ce pas? J'allais dire, c'est vous et moi. Les droits de l'homme, on les prend, on s'en saisit. Et ensuite, l'État, il suivra, si on est assez fort et assez malin. Hein. Voilà. Alors, dans certains cas, vous avez, et puis l'État, il n'est pas tout seul. L'UNESCO, c'est un grand bazar. Il y a des choses formidables qui se font à l'UNESCO. Et puis ça, c'est pas la meilleure réussite, celle-là. Mais, voilà. Mais la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, elle est super bien faite. C'est dommage que la Convention n'ait pas gardé le même souffle. Voilà. Mais avec le temps, on espère pouvoir en récupérer. J'aurais plein d'autres questions. Je voudrais offrir à mes étudiants, au public qui est avec nous,
la possibilité aussi de poser des questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez directement utiliser le petit bouton réaction peut-être dans le bas de votre écran, plateforme Zoom, pour simplement signaler que vous avez une question. Levez la main virtuellement. Sinon, vous pouvez aussi juste prendre la parole directement en prenant soin peut-être de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Cécilia Alexandre, à toi la parole. Bonjour. Bonjour. D'abord, un grand merci, Monsieur Meyerbisch. J'avoue que je suis un petit peu émue de vous parler parce que j'ai beaucoup lu vos travaux. Donc, C'est gentil. je suis beaucoup inspirée d'ailleurs de vos travaux dans le cadre de ma thèse de doctorat, donc, qui porte sur les droits culturels des peuples autochtones au sein des conventions UNESCO. Et j'avoue que je vais peut-être avoir de la difficulté à formuler là ma question parce que je me sens un peu perdue présentement, je dois le dire. Et en fait, bon là, on a parlé de droit de participer à la vie culturelle et en fait, j'ai une sorte de sensation là que j'ai envie d'exprimer dans le sens où on parle beaucoup de critères hein, dans le droit de participer à la vie culturelle. On parle de participation. Là, vous avez parlé de bénéficier plus que de participer. On parle d'accès, on parle de contribution à la vie culturelle. Et à côté de ça, en fait, on a d'autres droits que moi je trouve intimement reliés à la participation à la vie culturelle, qui est l'identité culturelle. L'identité culturelle, puis même si on parle de peuple, l'autodétermination culturelle. Et si je ne me trompe pas, c'est vous qui avez développé ce terme de droit à l'autodétermination culturelle concernant les peuples. Et donc, on a beaucoup de critères et je me pose vraiment la question. Là, on parlait de décloisonnement et de défragmentation de nos droits. Est-ce que c'est toujours, comment dire, réaliste de vouloir parler de droit de participer à la vie culturelle en posant tous ces critères, en finalement le séparant un peu du droit à l'identité culturelle qui appartient à d'autres articles et encore le séparant du droit à l'autodétermination culturelle au lieu juste de parler finalement de droit culturel? Parce que si je parle de ça, c'est qu'on a des fondements juridiques différents dans les deux cas. En fait, souvent, l'identité culturelle qui va plus reprendre le droit à l'autonomie, qui va peut-être favoriser plus un lien là, entre la culture et la nature, parce qu'on parle de mode de vie des personnes. Donc, on est plus dans le cadre de l'article 27 du pacte. Et le participer à la vie culturelle, on a le cadre de l'article 15. Donc là, en fait, je trouve qu'il y en a deux droits qui sont intimement reliés, qui appartiennent à deux champs juridiques différents, surtout quand on s'intéresse au peuple, et ça devient d'une complexité non mesurable en droit. Donc, c'est un peu une question ouverte, mais moi, je me tue avec des tableaux, des schémas, je ne sais plus quoi faire parce que rien ne correspond à rien. Donc, je me dis, est-ce qu'il faut toujours garder ce terme de droit de participer à la vie culturelle quand ça ne s'applique plus à la réalité, en fait, sociale que nous vivons? Pourquoi ne pas plutôt parler juste de droit culturel, tout simplement, vu que tout est interrelié, vu qu'on est dans une démarche plus holistique maintenant de nos visions et de déconstruction de nos savoirs? Donc, je vous pose une question parce que moi, je suis totalement perdue présentement parce que rien ne s'applique à la réalité que j'écris. Donc, voilà, c'était un peu un cri de cœur, je pense aussi. Merci. Et aussi, savoir ce que vous en pensez par rapport à cette déconstruction ou cette multicritère, ce multicritère. Merci. J'aurais envie de dire d'entrée de jeu qu'il ne faut pas regarder ce qui s'applique, il faut regarder la réalité et voir comment l'interpréter dans l'autre sens. Et puis après, il y a voilà, les instruments juridiques, la séparation entre les deux pactes est là quelque chose d'aberrant. Hein. Elle n'est pas fondée, voilà, pour la plupart des États, ils gardent cette dichotomie qu'on critique depuis longtemps. Mais en ce qui concerne l'article 27 du pacte civil et politique qui s'occupe donc essentiellement des minorités, c'est parce qu'on considérait à l'époque que la culture, elle était nationale, voilà, et qu'on ne voulait pas ouvrir la boîte de Pandore de la diversité culturelle. Et donc, c'est effectivement l'article 27 qui va nous donner des éléments qu'on n'a pas dans l'article 15 du pacte économique, social et culturel sur le droit de participer à la vie culturelle. Mais ça ne s'oppose pas du tout
Voilà. Alors, dans la déclaration de Fribourg, nous, on met les droits culturels. On n'a pas parlé de droit à l'identité, parce que ça n'a pas de sens, pas plus qu'il y a de droit à la santé, parce que personne ne peut, on peut garantir l'identité juridique de quelqu'un, sa pièce d'identité, mais votre identité, vous la fabriquez tout le temps, vous la bougez, n'est-ce pas? Donc nous, on va parler du droit de vivre librement son processus d'identification tout au long de la vie. Voilà. Donc vivre librement son processus d'identification tout au long de la vie, ce n'est pas une vision holistique. Moi, je ne suis pas du tout favorable à la vision holistique, j'ai une vision systémique. Pourquoi pas la vision holistique? Parce que le holistique, ça veut dire qu'on a une vision du tout, une vision globale. Or, personne ne peut englober le tout. Hein. On a une vision systémique. Ça veut dire que chacun, pour vivre son identité, va se référer à une diversité de références, qui pourraient être des références familiales, des références d'histoire, de mémoire, des références linguistiques, des références religieuses, des références paysagères, etc. Et tout ça va évoluer. Hein. Et donc à ce moment-là, vous avez besoin de vivre des références, mais qui doivent être des références de qualité. C'est ça qui compte, n'est-ce pas? Vous avez dit des critères. C'est pas participer en sens de accéder, pratiquer, contribuer, ce n'est pas des critères, c'est le déroulement d'une action, d'une activité qu'on peut nommer comme participation à des ressources culturelles. Et une ressource culturelle, je ne suis pas encore entré sur ce sujet, mais je le dis brièvement maintenant, une ressource culturelle de qualité. Une ressource culturelle de qualité est une ressource qui instruit un espace d'interprétation. Oui. Donc, ce n'est pas une ressource fermée en disant « moi, j'appartiens simplement à ce peuple, à cette identité, à cette histoire, à cette idéologie, à cette famille, etc. etc. » Mais mon appartenance ou ma référence, comme on voudra, hein, à cette communauté, à cette histoire, à cette langue, à cette religion, à cette famille, à ce pays, pour moi, c'est un espace d'interprétation que j'ai très envie de partager avec d'autres. Voilà. Et donc, à ce moment-là, vous êtes bien dans chaque droit culturel. Si vous parlez le droit de parler la ou la langue de son choix, c'est bien participer à la vie linguistique. Si vous parlez du droit à l'éducation en tant que droit culturel, c'est de participer à une vie éducationnelle qui est fabuleuse. N'est-ce pas? Si l'école, ce n'est pas de la vie, alors c'est rien du tout. N'est-ce pas? Si vous parlez, on en parle à la fin de la Convention aussi, le lien très étroit entre le droit à la formation et le droit à l'information, qui sont deux droits jumeaux. La vie informationnelle, c'est central aussi. Hein. On le voit mieux maintenant avec les réseaux, etc., mais c'est de tout temps. Ce n'est pas simplement de consommer de l'information, c'est participer à une activité où on s'informe, dans laquelle on s'informe mutuellement. Et pas simplement de s'échanger des opinions, mais de travailler ensemble pour avoir une information plus structure, plus forte. Autrement dire, d'avoir un accès aux formes qui disent le plus de choses, qui sont les plus pertinentes. Donc vous avez dedans une notion de travail. Alors, si je parle à partir de là de l'autodétermination d'un peuple, je ne suis plus dans l'approche droit humain comme tel, mais je suis dans le droit de chacun de participer à la souveraineté de la nation à laquelle il se réfère. Voilà. Et dans la souveraineté, vous avez un mot plus fort encore que l'autodétermination. L'autodétermination est un des aspects de la souveraineté. La souveraineté dit valeur universelle. J'ai le droit de participer aux valeurs universelles qui sont vécues là où on est. Et là, l'expérience des peuples autochtones est fabuleuse parce qu'on a là, on peut prendre n'importe quoi, de la terre-mère, voilà, la prière qu'on fait au maïs avant de le couper, ou la prière qu'on fait avant de déchirer la terre parce qu'on y met encore un bout de soc de charrue ou que sais-je, a un sens complètement, il est complètement singulier. La prière, elle est tout à fait particulière, ou l'attitude de la communauté, etc., ou l'offrande qui est faite, mais et la valeur universelle et qui nous parle.
Une fois, on avait une conférence à nous, à Fribourg, de quelqu'un de latino-américain qui disait la prière faite au maïs. Et puis, il y a une ancienne paysanne fribourgeoise qui dit, mais nous, on faisait la prière aux pommes de terre il y a 50 ans. Et nous, on va retrouver dans des choses très physiques. Pour moi, c'est le retour à la terre. Si vous avez regardé les derniers ouvrages de Bruno Latour, ça, c'est où atterrir et puis qui suis-je? On est complètement dans cette perspective-là. Donc, il faut rechercher le droit fondamental, ça nous donne une unité systémique. Et à partir de là, vous choisissez l'instrument qui vous convient. Vous n'avez pas besoin d'appliquer tous les instruments, mais vous les interprétez par le haut, ou par le fond, par le bas, comme vous voulez, par leur fondement. Voilà. Et il faut de la création pour trouver un droit commun, comme dit Mireille Delmas-Marty, il faut de l'interprétation, une interprétation qui peut être créatrice. Et même dans la jurisprudence, on va déployer des normes, parce qu'une fois qu'on a écrit, qu'on a bricolé un texte, encore une fois, c'est toujours des textes de compromis, on l'a fait dans un contexte historique donné, dans un contexte administratif donné aussi, dans un contexte, comme c'est des grands textes, de toute façon, c'est toujours des textes de compromission qui sont aussi des compromis, je veux dire des compromis qui sont aussi des compromissions parfois, et bien après on peut bousculer ça pour dire, mais attention, il y avait beaucoup plus. Les gens qui ont pensé ça, ils n'ont pas pensé à tout, c'est normal, et on peut aller plus loin qu'eux. Merci. Je ne sais pas si ça répond. En tout cas, il faut retourner aux choses. J'ai l'impression que Cécilia pourrait vouloir discuter longuement avec vous. Elle fait sa thèse justement sur les droits culturels des peuples autochtones. Mais on alors, peut volontiers continuer à un autre moment. Alors, il y avait une autre question. Monsieur Abdoulaye Sow, je vous cède la parole. Abdoulaye qui est à Nouakchott, dans le centre pour les Voilà, mon nom c'est Abdoulaye Sow. Bonjour Abdoulaye. Patrice, oui. Vous connaissez bien, c'est un ami, donc je parle de Nouakchott en Mauritanie. Je suis coordinateur du centre interdisciplinaire sur les droits culturels. Et vous savez, quand votre trajectoire sociale rencontre Patrice, que le vouliez ou le non, vous allez être contaminé par vraiment l'amour des droits culturels. Ça fait des années que je travaille sur la sélection dans la transmission des patrimoines culturels au sein des sociétés africaines traditionnelles. Patrice vient de dire tout de suite une phrase qui m'a fait beaucoup plaisir, à savoir que chaque être humain a la capacité de déposer de la dignité dans une chose, dans un lieu, dans une matière, dans un site. À partir de là, je me suis demandé, et c'est la question que je lui pose et que je pose à tous nos co-débatteurs, est-ce que la sélection dans la transmission des patrimoines est liée au degré de la dignité déposée dans la chose ou bien à la gravité ou à l'importance des lieux? Je prends deux exemples concrets. Dans la société Halpulaar, la communauté à laquelle je participe à Kaïdi, il y a deux lieux. Malgré les changements, malgré les mutations sociales, il est du devoir de chaque père de famille, depuis nos aïeux, grands-pères, pères et enfants, même pour ceux qui sont nés à l'étranger, on est obligé de les ramener au territoire pour leur montrer cette initiation, l'importance de ces lieux, le sens, l'importance et la valeur de ces lieux. Ce qui est le premier lieu, on l'appelle Hetoyadi. Hetoyadi, c'est un lieu où il y a un collège électoral qui écoute quelqu'un qui est accusé de quelque chose d'extrêmement grave. Quand vous prenez la signification du lieu, ça veut dire le lieu où le mensonge doit s'exiler. Le lieu où le mensonge doit s'exiler. Et à ma grande surprise, ce lieu qui est un lieu traditionnel d'une communauté bien particulière a plus de valeur et de sens que le tribunal. Parce que certains individus qui commettent des choses très graves disent, moi je préfère qu'on parte à la police et que l'affaire se termine devant les tribunaux. Alors que le tribunal a quand même une dignité dans une institution démocratique. C'est ce transfert de considération, je me dis, est-ce que c'est lié au degré de dignité à l'importance concernant le Hetoyadi, où l'individu est obligé de dire la vérité. Et ceux qui écoutent pour juger, eux aussi sont surveillés par des gens qui sont frappés de l'interdiction d'apporter à lieu
pour leur dire, comme vous êtes ceux qui auditent les gens, essayez quand même d'avoir une moralité et une démarche sociale qui est irréprochable. L'autre lieu, c'est le Bolo Rouaïli. On est dans des sociétés africaines traditionnelles où il n'est pas permis au cousin qui veut marier sa cousine de débarquer chez lui au vu aussi de tout le monde. Je parle des sociétés africaines avant Internet, avant Facebook, avant Instagram, avant le Centre culturel français. Les gens avaient leur code culturel pour exprimer leurs sentiments. Ce Bolo Rouaïli, toutes les générations caïdiennes sont passées par là. Ce lieu est un lieu dans une maison appartenant à une caste qu'on appelle les forgerons, où les futurs conjoints peuvent venir faire des pourparlers matrimoniaux. La femme Nienyo, Bailo, qui reçoit les deux conjoints, est obligée de les recevoir, mais aussi il a le devoir d'informer les parents, parce que ce n'est pas une maison close. De dire à Monsieur leurs parents, Sow, peut-être que je vais me permettre de dire à leurs parents que vos enfants, ils sont là, ils sont en train de négocier en vue de se marier. Monsieur Sow, alors je vous remercie pour votre commentaire. Je laisserai peut-être le professeur Meyerbiche réagir. Merci. Merci Abdoulaye. Ça me permet ces très bons exemples concrets va donner l'idée que le patrimoine en question, ici c'est effectivement l'exemple de lieu, et ce n'est pas le lieu qui lui-même, c'est un lieu comme un autre, mais c'est évidemment la signification qu'on lui donne. Autrement dit, le patrimoine, c'est un objet, ça peut être ici une maison, ça peut être au pied d'un arbre, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est un objet tel qu'il est valorisé en commun. Voilà. Et donc, cet objet peut avoir une dimension extrêmement importante, et ça me permettra de faire le rapport avec la notion de médiation. Alors, le patrimoine, ici, c'est un lieu médiateur. Alors, médiateur, ça peut être simplement assez sympa, ouvert, on va regarder ensemble une exposition de peinture, et c'est très bien. Tandis que là, c'est médiateur au sens très fort du terme, puisqu'il peut y avoir question de vie ou de mort. Et donc, il y a un appel des parties médiantes à trouver un accord plus haut, n'est-ce pas, avec une vérité qui a un rôle de justice. Voilà. Et donc ça, c'est complètement central. Et est-ce que ça a plus d'importance que le système de justice moderne? Eh ben, je dirais, à mon avis, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que ça marche bien. Voilà. Après, l'idéal d'une justice moderne, on prend cette expression-là, et qu'elle rende vraiment bien la justice, mais ça ne remplace pas le droit coutumier, dans la mesure où un droit coutumier, appelons ça comme ça pour faire bref ici, peut être mieux approprié. Voilà. Mais il peut être aussi mal approprié. Hein, et il y a des droits coutumiers qui sont des catastrophes. Voilà. Mais dans le cas présent, il faut une très grande confiance dans la vérité. Et même dans la justice moderne, le tribunal, c'est quand même un lieu, il a une certaine sacralité, il y a la robe des magistrats qui peut faire sourire, mais il y a une certaine, disons, théâtralité. Voilà. Et effectivement, quand on auditionne, on avait une discussion avec Abdoulaye aussi sur la notion d'auditoire, parce qu'un observatoire, c'est aussi un auditoire. Et Abdoulaye disait l'auditoire, pour nous, c'est un terme qui est très grave, parce qu'effectivement, si on va dans ce lieu se faire auditionner, c'est qu'on risque gros, n'est-ce pas? Et donc, quand on auditionne un témoin, évidemment, c'est important. Mais le fait d'être capable d'entendre aussi l'histoire de quelqu'un, l'histoire profonde, ça a une valeur sacrée. Voilà. Donc, il n'y a pas de critères externes. Je pense que là, c'est ce qui permet au droit humain considéré, et comme on disait tout à l'heure avec Cécilia, tous les droits arrivent, on les prend par un bout, n'est-ce pas? Et ce qui compte, c'est ça, ils sont indivisibles, interdépendants, et on le prend par un bout ou par un autre, mais c'est tout le paquet qui doit arriver. Et là, on peut avoir le droit à une peine adéquate, un droit pénal, et la peine, c'est bien un objet culturel, de réappropriation. À Montréal, j'avais appris l'expression de l'amour des lois. Voilà. Ok, merci. Merci.
C'est tout, vous êtes déjà épuisé. Écoutez, s'il n'y a pas de preneur, moi je prends. Hein. Ah oui, s'il y a un preneur, j'arrête. Mais s'il n'y a pas un preneur, moi je peux encore parler. Hein. Ça dépend de vous, de Véronique, bien sûr. Parce que je n'avais pas fini mon intervention et j'ai arrêté. Donc, je laisse les autres parler, mais s'il n'y a pas de preneur, je prends la parole. On n'entend pas Véronique. Oui, c'est ça, je pense qu'on n'entend pas Véronique. Oui. Ah, pardon, Oui. mon micro était fermé, je suis vraiment Oui. désolée. Véronique La Bonté voudrait poser une question. Oui. Oui, bonjour ou bonsoir. Merci Bonjour. beaucoup pour votre présentation. Donc, je suis étudiante ici à l'Université Laval au doctorat en études internationales. J'ai une question un peu pratique. En fait, sur la déclaration des villes culturelles, je me demandais pourquoi les villes de l'espace de l'ex-Yougoslavie, en fait, il n'y avait aucune de ces villes qui était partie prenante à cette initiative. De Genève? Oui. Parce que c'est tout nouveau et on n'a pas pu encore la déployer. D'accord. Mais évidemment qu'il y aurait un grand intérêt. C'est le patrimoine, on voit bien là, est le lieu central de médiation pour la paix. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il faut partager. Mais voilà, c'est ouvert. Mais pour l'instant, le problème d'une telle déclaration, c'est que voilà, le maire de Genève a trouvé ça super, il y a des gens qui ont trouvé ça super, puis après, les maires tournent. Hein. En Suisse, ça tourne beaucoup, les autorités. Et il faut que ça puisse suivre après d'autres élections. Et voilà. On est aussi en lien avec CGLU, qui est l'Organisation mondiale, Cités et gouvernements locaux unis, et c'est complètement dans cet esprit-là. Il y a l'an dernier, la ville de Rome a adopté une charte sur la participation culturelle, qui est une charte d'intention. Tandis qu'ici, la déclaration de Genève est plus précise. Mais la charte d'intention, elle est plus facile et elle ouvre aussi un grand débat qui est intéressant. Merci. Rien. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'on peut étirer un tout petit peu. Cécilia, Alexandre voudrait revenir très rapidement, peut-être, Cécilia? Oui, rebonjour, ça va être très rapide, mais j'ai une question très rapide aussi. On parlait de la fragmentation entre patrimoine matériel, patrimoine immatériel, qui donne lieu à deux conventions différentes. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous pensez qu'il serait réaliste, dans le cadre de l'UNESCO, d'avoir éventuellement un instrument juridique, je ne parle pas nécessairement d'une convention, hein, ça peut être une recommandation ou autre, qui lierait toutes les formes de patrimoine? Pensez-vous que c'est réaliste et c'est possible? Et si on s'en vient vers là, tout simplement? Je n'ai aucune idée. L'UNESCO, c'est un très grand bazar, n'est-ce pas? Et comme dans toutes ces administrations, vous y trouvez des gens formidables, mais vous y trouvez des cloisons et des cloisons et des cloisons. Vous avez à la fois une structure pyramidale qui est obsolète, ou qu'il était. Je pense qu'il y a des progrès. Et en même temps, vous avez du multilatéral qui vient, si vous avez une perte d'énergie et de sens vertical, et vous en avez une autre horizontale. À un moment donné, quand on discutait de la Déclaration universelle, je parlais de valeurs. La responsable dit non, on ne peut plus parler de valeurs parce qu'on a l'Arabie saoudite qui nous interdit. Et voilà, et c'est des éléments comme ça qui interviennent constamment. Je dis que ce serait souhaitable. Réaliste, je n'en ai aucune idée. J'espère que ça viendra, pas, mais il faudrait, voilà, il faut s'aligner pour. Merci beaucoup. Monsieur Sow, je sais que vous avez dit que vous vouliez encore peut-être intervenir. Est-ce qu'en 30 secondes, vous pouvez compléter votre pensée et s'il y a lieu poser une question? Non, mais en 30 secondes, je dirais simplement que je suis heureux de participer à ce débat et s'il y a quelque part mes compatriotes africains qui m'écoutent quelque part, de leur dire de faire très, très attention à la déperdition de notre patrimoine, surtout de notre patrimoine bâti à cause de l'avancée, si vous voulez, des travaux liés au tourisme, à toute cette
panoplie de supposés emplois qu'on nous prête, alors que la démolition d'un site qui est en sens, ce n'est pas un hôtel 50 étoiles qui va remplacer la blessure existentielle et culturelle qui a été engendrée. Voilà, c'est un plaisir de revoir mon ami Patrice par la magie de la technologie et vous félicite d'avoir pris cette initiative. Je vous remercie tous. Merci, Monsieur Sow. Et il y a une dernière personne qui se manifeste, Madame Bada. Voulez-vous prendre la parole? Bonsoir Madame... tout le monde. Je ne sais pas si... Bonjour. Patrice, bonsoir tout le monde. Ben, Oui. Je suis Imelda Bada, je suis béninoise d'origine, je réside à Reims, donc historique. Et ma question, c'est de savoir, je ne sais pas si c'est à Monsieur Patrice que je dois l'adresser, mais vu l'histoire de Reims et connaissant l'histoire des royautés béninoises, je me demande pourquoi, même si des royaumes ont été classés, enfin je dis royaumes en griffe, ont été classés par l'UNESCO, pourquoi ces royaumes sont malheureusement laissés à l'abandon et que l'histoire justement de ces royaumes s'efface. Donc voilà, c'est ma question et en même temps une petite doléance, on va dire. Merci. J'ai visité au Bénin, en tout cas un roi. Oui. Et c'était tout à fait impressionnant. Et je pense que c'est un des effets, mais la question est immense, hein, et je ne suis pas anthropologue, mais simplement ce qu'on peut dire, c'est quand même que la colonisation a cassé beaucoup de choses. Voilà. La colonisation, pas seulement à l'époque coloniale, mais qui continue, parce qu'on n'est pas encore décolonisé, comme vous connaissez les mouvements de décolonisation. Donc ça, c'est un élément central. Et ce que disait tout à l'heure Abdoulaye Sow par rapport aux lieux de justice traditionnelle et aux lieux qui peuvent être sacrés, extrêmement importants pour dire, voilà, il y a des lieux où le mensonge doit être exclu, n'a pas le droit de citer, c'est magnifique. Le forgeron, qui est dans beaucoup de cultures, et celui qui retient les secrets, et donc sa parole doit être gardée, il ne doit jamais les trahir, sinon il encourt la mort, hein, tout simplement. Vous avez des valeurs qui sont là, mais vous avez quand même bien des endroits, aussi en Amérique latine, où on a réussi à concilier quand même plus ou moins bien ce qu'on appelle des fois des dualismes juridiques, mais le mot n'est pas très heureux, mais une complémentarité, disons, entre les différentes façons de régler les différends et les différentes façons de régler les autorités. Je vous rappelle aussi qu'au Burkina Faso, le coup de balai citoyen qui a permis une révolution tranquille, à la limite, qu'est-ce qui a donné? C'est quand le roi, présentant l'autorité suprême de ce qu'on appelle le Burkinlim au Burkina Faso, c'est-à-dire la dignité, eh bien, l'ancien président a voulu être réélu de façon continue, et ça, il n'en avait pas le droit parce qu'il y avait une autorité au-dessus de lui. Voilà. Et c'est ça que le peuple n'a pas voulu. Voilà. Et donc, je veux dire par là qu'il y a des autorités qui peuvent apparaître comme ça, comme autorités morales, et qui peuvent être, mais c'est au peuple concerné d'y croire et de les revaloriser. C'est un peu, pour prendre un autre exemple, comme la perte d'une mémoire en général, mais ça peut être aussi la perte d'une mémoire linguistique, d'une langue, comme la perte de patrimoine d'autres physiques aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse globale à ça, mais c'est, je veux dire, ici au Béninois, la diaspora béninoise, avec d'autres, puisque ça ne touche pas que le Bénin, ça touche toute la région, par exemple, et puis on peut trouver ailleurs, et le lien effectivement avec la question des autochtones, puisque c'est cela aussi, qu'il y a une solidarité à trouver, et pour remontrer cette importance. Je pourrais finir en disant que le droit au patrimoine comme le droit culturel, c'est un formidable optimisme. Oui, c'est un formidable optimisme parce que si on dit qu'un arbre, c'est simplement un arbre et puis qu'on le coupe, qu'on en fait du bois, etc., on est vraiment bête, n'est-ce pas? Tandis que si on voit toute l'intelligence qu'il y a dans l'arbre, comme on le fait maintenant,
C'est comme si on voit toute l'intelligence qu'il y a dans le corps humain, y compris dans ses intestins, comme on dit, le deuxième cerveau de l'être humain. Si on voit toute l'intelligence qui est autour de nous, qui est dans le climat, qui est dans les animaux, qui est dans les végétaux, on dit qu'on a des ressources infinies. Voilà. Mais ce n'est pas un optimisme béat, parce qu'on sait que toutes les relations de pouvoir sont des relations qui clôturent les savoirs. Donc toutes les relations de pouvoir, quand elles sont arbitraires, sont des relations qui tuent et interdisent des savoirs. Donc on sait qu'on est dans le dur en réalité avec les droits culturels. Et avec le patrimoine, on est dans le dur. Parce que si vous voulez anéantir la mémoire d'un peuple, eh bien, vous cassez son patrimoine. Et en cassant son patrimoine, vous cassez la filiation. Et la filiation, c'est ce qu'on a de plus sacré, cette transmission intergénérationnelle, parce qu'on essaye de donner à ses enfants, dans le sens large du mot, ce qu'on estime être le plus fort et le plus digne. Voilà. Et donc, le patrimoine, c'est le lieu de médiation, voilà, dans lequel passe, on pourrait dire, le sens de la dignité, son sens concret, et qui est toujours un sens physique. L'optimisme, c'est vraiment l'optimisme d'un retour aux choses, voilà, en disant qu'on est corporel, on a besoin des corps pour faire sortir la puissance de notre âme commune, si vous voulez, prendre ce vocabulaire-là, au sens grec, au sens ancien, du psyché, de ce qui donne sens à la vie au quotidien. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions. Merci à vous, Patrice Meyer-Bisch, pour l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble de votre présentation, mais aussi ces dernières paroles particulièrement inspirantes. Je pense qu'on aura tous besoin d'un long moment pour digérer et bien absorber, bien s'approprier tout ce qui a été dit aujourd'hui à travers au fil de votre intervention. Moi, je retiens entre autres votre référence à cette interprétation créative qu'il faut mener. Je pense que c'est important pour nous qui travaillons, donc pas seulement avec la Convention de Faro, avec toutes sortes d'instruments, avec leurs forces et leurs faiblesses, issus de l'UNESCO ou d'autres organisations, des instruments régionaux ou même des instruments nationaux. Je pense que c'est effectivement faire usage d'une interprétation créative, ça devrait nous guider. Recentrer aussi, j'ai bien aimé vos propos à l'effet sur l'importance de recentrer autour des droits humains. Le travail qui se fait de mise en œuvre de certains instruments, moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup en ce moment dans plein de domaines de mes recherches et activités. Alors, merci de nous avoir inspirés de cette façon dans nos propres réflexions, dans nos travaux. Je vais juste vous lire ce qui se passe sur le forum, la conversation à côté. Beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui vous remercient également. Je ne vais pas toutes les nommer, mais notamment Laurence Cuny aussi qui vous remercie de ce partage de savoir, qui dit qu'elle a regardé votre conférence en famille et que chacun apprend à sa mesure. Laura Delfino qui parle d'un optimisme qui est, à son avis, activisme et engagement. Je vais vous lire aussi le commentaire de Francesca Bellotti qui vous remercie pour avoir partagé votre patrimoine, dit-elle, le plus authentique et matériel, c'est-à-dire votre savoir inestimable et toujours touchant. Donc, qui vous salue depuis l'Italie. Alors, je vous laisse prendre connaissance des autres commentaires. Au nom de aussi tous mes étudiants, les membres de la chaire, le CELAT et l'IPAC, je vous remercie pour votre générosité, Patrice, le temps que vous avez passé avec nous. Je rappelle à tous, pour ceux qui auraient besoin de réécouter la conférence, que d'ici quelques jours, elle sera en ligne sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Et aussi vous dire que si vous avez envie d'entendre à nouveau Patrice Meyer-Bisch, il sera avec nous aussi dans le cadre d'un événement qu'on co-organise en avril, les 14 et 15 avril.
Et Patrice Meyer-Biche prononcera la conférence d'ouverture. Donc, c'est un événement sur la liberté artistique cette fois et les droits culturels des migrants. Et la conférence d'ouverture aura lieu à compter de 9h, presque 9h10, le 14 avril. Surveillez l'information qui circulera sous peu afin de vous y inscrire. Alors, Patrice, merci encore une fois. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Encore une fois, malheureusement, que virtuellement, mais j'espère aussi avoir un jour l'occasion de vous accueillir au Québec quand nous pourrons enfin à nouveau reprendre une vie plus ou moins normale. Ce serait avec grand plaisir de vous accueillir ici. Alors d'ici là, portez-vous bien. Très bonne Merci à vous tous aussi. Merci, Véronique. Au plaisir de vous revoir. Alors, à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne fin bon après-midi. Aux étudiants de mon cours, je vous invite donc à quitter la plateforme pour vous reconnecter au cours avec l'autre lien, le lien normal du cours. Nous reprendrons dans 15 minutes exactement. Alors, à tout de suite. Merci, Patrice. Et merci à Ivana Otasiewicz et Laurence Cuny qui ont contribué à l'organisation et la mise en relation aussi afin d'organiser cette conférence. Au revoir à toutes et à tous. Au plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.